Et enfin, les objectifs de la journée. Alors, qu'on pourra peut-être adapter en fonction de ce que vous direz pour votre tour de table. C'est ce qu'a dit Joël déjà. Vous familiarisez avec le portail de façon assez le plus concret possible. Amadoué, vous verrez que je consacre une assez longue partie au protocole d'échange de données OAI-PMH. Donc l'idée, c'est de l'amadouer un peu, de voir en quoi ça consiste. Et alors ce que je dis, mais c'est valable pour la France, je ne connais pas la situation de la Suisse, mais ce que je dis pour la France, c'est avoir un niveau suffisant de connaissances pour être capable de discuter efficacement avec soit son service informatique, soit un prestataire de services extérieurs. Et puis en fait, c'est juste montrer que les choses ne sont pas toujours si compliquées que ça. Et qu'on peut vraiment arriver à faire des choses relativement simplement, encore une fois. Et ce que disait Joël est très vrai, c'est un travail jusqu'à présent qui se fait beaucoup en coopération. Donc je montrerai comment c'est organisé, mais ça marche quand même assez bien jusqu'ici. Jusqu'ici, tout va bien. Ça y est, j'ai encore pas compris comment... C'est Berne, je crois. Ouais. J'ai arrêté là. Voilà, donc je vais commencer par... Alors, ah oui, vous pouvez m'interrompre dès que vous voulez, soit parce que je ne suis pas assez claire sur certains points, soit vous trouvez qu'au contraire, je dis trop de choses et que c'est des choses que vous connaissez déjà, donc vous n'hésitez pas. Et si je suis interrompue, ça me repose en même temps. Alors, première partie, une introduction sur les portails et sur l'interopérabilité. Ça, c'est mon dada, l'interopérabilité. C'est une notion absolument fondamentale en matière d'archives en général maintenant, et en matière de portail et d'Internet en particulier. Une présentation du portail européen relativement rapide, je pense. L'OAI-PMH, je l'ai dit, et puis l'atelier proprement dit, et où on servira des outils qui ont été développés dans le cadre du projet par les informaticiens qui sont dans le projet. Et là, en fait, si ça avait été un mois plus tard, je serais venue accompagnée par Johan Moranville, qui est informaticien, et c'est surtout lui qui a aidé les archives fédérales à démêler les questions techniques, et pas tellement moins moi. Voilà, donc portail intervalé ou l'indépendance dans l'interdépendance. C'est la chose la plus importante à retenir, c'est plus on communique, plus on échange, plus on est dépendant les uns des autres. Mais d'un autre côté, on ne peut pas on ne peut pas rester seul dans son coin. Donc en fait, on est un petit peu obligé d'en passer par là. Les portails, pour faire juste un bref historique, puisque vous en avez parlé, pas historique, mais les types de portails, plus exactement, il y avait les sites de liens, ça c'est vraiment justement pour le coup très historique, ça a quasiment disparu maintenant, c'est les types annuaires, etc. On a les métamoteurs. Les métamoteurs, donc si on va chercher dans des choses existantes, distantes, en temps réel. C'est synchrone, ça existe fort peu dans le domaine culturel. C'est le type de choses pour chercher ces avions, pour chercher des choses comme ça. On interroge des données qui ont besoin d'être mises à jour très fréquemment, ce qui est rarement le cas des données archives. Et puis les agrégateurs de données, qui sont les portails qui se développent le plus dans le milieu culturel et dans ces dernières années, avec différentes versions, soit des interrogations seulement d'index qui sont mis à la disposition, donc juste de métadonnées, soit d'agrégation des données proprement dites, ce qui permet évidemment des exploitations plus riches derrière. Et dans ces cas-là, on est toujours en asynchrone. Et il y a forcément régulièrement des décalages entre ce qui est dans le portail et ce qui est dans les sites locaux qui ont fourni leurs données. Ce qu'on observe aussi, et du coup je l'ai entendu autour de la table, c'est qu'on a des logiques de contenu
soit thématique, soit par discipline, archives, musées, bibliothèques, soit encore par territoire géographique. Et évidemment, ces différentes logiques ne sont pas exclusives l'une de l'autre, et tout ça peut se mélanger. Donc je ne connais pas bien, je vous l'ai dit, le paysage archivistique en Suisse, mais de ce que j'ai entendu, il y a déjà ces différents types de portails qui existent. Et puis enfin, on a des logiques de public. Et ça, je l'ai du coup entendu aussi dans vos explications. Les exemples que j'utilisais pour la France, qui sont extrêmement, totalement à l'opposé l'un de l'autre, c'était un portail qui s'appelle Histoire des Arts, qui a été développé spécifiquement pour les professeurs, quand il y a eu une réforme de l'éducation nationale qui a imposé aux professeurs d'école primaire l'enseignement de l'histoire des arts et qu'ils n'avaient jamais été formés à ça. Donc tout à coup, ils ont mis un portail avec des choses toutes prêtes, toutes prédigérées pour qu'ils puissent assurer l'enseignement. Ou alors des portails type service public qui s'adressent aux citoyens, donc des logiques de public très spécialisées. Dans le milieu culturel, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on passe notre temps, y compris pour le portail européen des archives, à se demander à qui on s'adresse et à savoir si on parle pour un soi-disant grand public dont on ne sait pas bien à quoi il ressemble, pour des généalogistes, pour des chercheurs, pour d'autres archivistes. Et c'est pas très simple de trouver le juste milieu et c'est beaucoup trop cher, alors que ce serait sans doute l'idéal, de faire différentes déclinaisons de nos portails en fonction des publics qu'on veut réellement toucher. Néanmoins, une fois que j'ai dit tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nécessité donc, pour les usagers, parce que maintenant on n'a pas envie de consulter 150 sites différents quand on fait une recherche. C'est une nécessité pour les archivistes aussi, à mon avis, parce que de se confronter aux autres, d'apprendre les uns des autres, c'est assez enrichissant. Et c'est en tout cas un des moteurs du portail européen des archives, c'est d'arriver à entrer dans un cercle vertueux de normalisation et de standardisation, même pour ceux qui utilisaient déjà qui utilisaient déjà les normes et les standards archivistiques. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. C'est une nécessité aussi pour les sites internet, même quand on a déjà son site internet, parce que la logique, alors ça change beaucoup, mais notamment mais quand même, ça reste important, dans le référencement, un des points importants pour être bien référencé, c'est justement d'avoir des liens d'avoir des liens vers d'autres sources, d'être renvoyés les uns vers les autres, etc. Et puis, j'avais même pas vu que je l'avais écrit, le cercle vertueux, et je l'ai déjà dit, pour rationaliser les contenus et les outils. Et là, c'est aussi d'un point de vue de temps passé, je ne sais pas si la Suisse est aussi bien et aussi riche qu'on le dit, mais dans les discussions qu'on a au sein avec tous nos collègues européens, on s'aperçoit qu'on manque souvent de temps, on manque souvent de moyens, et c'est un peu dommage de réinventer chacun dans son coin la roue tous les matins ou presque. Et ça, c'était juste pour illustrer, ça, je l'ai gardé d'une présentation, il n'y a que des Français là-dessus. J'aime bien comparer ça aussi à notre plateau de fromage. C'est-à-dire que là, il y a seulement une vingtaine peut-être de sites qui sont tous, sauf un ou deux peut-être, sauf un, des archives départementales. Donc normalement, qui présentent les mêmes choses, qui gardent en tout cas à peu près les mêmes types de documents. Et un usager qui fait une recherche qui, hélas pour lui, concernerait toute la France, eh bien, il faut qu'il aille partout comme ça. Et donc on aime bien avoir différents fromages, mais on aime bien qu'ils soient présentés sur le même plateau, c'est plus simple pour s'y retrouver. Et en fait, quand on regarde, alors non seulement on a ça, c'est très joli,
Mais derrière, on a ça. C'est-à-dire que là, c'est plus très à jour, mais la situation est toujours à peu près identique. Ça, il faut juste regarder, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des couleurs différentes. Et c'est les types d'instruments de recherche et s'il y a ou non des moteurs de recherche associés. Et donc, il y a les possibilités d'avoir des inventaires ou des états des fonds. Et ou des moteurs de recherche. Et si vous combinez ces 3 possibilités, ça fait 6 possibilités différentes. Et vous voyez que la situation est assez contrastée, même si quand même le bleu foncé, j'ose pas dire le bleu marine maintenant, domine, puisque, et là c'est la solution la plus riche, c'est-à-dire quand on a à la fois les inventaires, les états des fonds et un moteur de recherche pour chercher dans tout ça. Mais évidemment, chaque solution est différente. Hein. Chaque publication, ce n'est pas les mêmes moteurs, ce n'est pas les mêmes visualiseurs pour les images, rien n'est harmonisé. Et ouais, je surveille juste l'heure. Je vais juste vous montrer, en fait, ce vers quoi on aimerait tendre. Non, je ne veux pas faire ça, je veux faire ça. C'est le... Oh, ça marche pas. C'est le système global dans lequel s'insèrent les archives françaises et je suppose que c'est à peu près transposable dans n'importe quel pays, peu ou prou. Donc au milieu, nous on est quand même très centralisé, on a le ministère de la Culture et de la Communication et il est c'est dans le fort de Saint-Cyr, c'est pas vrai, il y a écrit NCC Saint-Cyr parce que ça prend moins de place, mais en gros c'est là qu'on a toutes nos données stockées, nos serveurs. Et on a 2 moteurs nationaux, ou 2 portails nationaux, qui s'appellent Généalogie et Collection. Généalogie, ça parle de lui-même, c'est des bases de données nominatives, et Collection, c'est n'importe quoi du domaine de la culture. Donc ça concerne aussi bien les musées que les monuments historiques, que les archives, que les bibliothèques, etc. Donc c'est au centre du dispositif français. Pour consulter ça, il y a des interfaces à l'extérieur. On a autour de ça des sites archives. Ces sites archives se regroupent parfois en portails régionaux ou supra-régionaux. On a le portail européen des archives depuis maintenant 2 ans. On a Europeana. On a un portail national en cours de création. Donc je ne sais plus laquelle d'entre vous disait que c'était curieux de participer au niveau européen sans avoir à participer au niveau national. Et actuellement en France c'est le cas. On n'a pas de niveau national, on a attaqué directement le niveau européen. Et ça pose un certain nombre de problèmes, mais ça a aussi pas mal d'avantages. Et dans les avantages, par exemple, c'est qu'on va récupérer, enfin c'est ce que j'espère faire, c'est pas encore fait, mais récupérer tout ce qui a été fait pour le portail européen et l'appliquer pour la France. Pour faire d'une part des économies d'échelle et d'autre part pour assurer la compatibilité directe entre notre portail national et le portail européen. Évidemment, tout ça a sa propre interface et se met sur Internet et est consultable. Alors, la circulation, maintenant, comment ça circule? Donc, il y a un branchement direct, ça c'est facile, entre le ministère et ses propres interfaces à l'extérieur. Ensuite, il fournit des widgets qu'on peut installer n'importe où. Et ces widgets, évidemment, viennent piocher aussi aux mêmes sources, mais sans passer par la case culture.fr, c'est-à-dire le portail. Donc c'est de la réutilisation directe de l'appropriation des données par les uns ou les autres, comme dans les formats qu'ils souhaitent. Pour la partie collection, si on entre un peu plus dans la technique, qu'est-ce qu'il fournit? Donc de l'EAD, de l'XML, du Dublin Core, du HTML, du PDF, toutes sortes de choses, vraiment beaucoup de choses. Parce que c'était un projet qui a démarré il y a fort longtemps. Et l'idée, c'était de ne pas mettre une charge trop importante sur les services et que donc ils donnaient ce qu'ils pouvaient et c'était à l'échelon central de se débrouiller avec ses choux et ses carottes pour en faire une bonne soupe. Et donc, une fois qu'on a récupéré tout ça, on refournit, en fait, on ne renvoie que de l'XML, on a normalisé tout ça. On
on n'est pas une gare terminus, on fournit aussi à Europeana. Alors là, on fournit un autre format, on fournit de l'ESE. L'ESE est aussi en XML, évidemment. Par contre, les archives fournissent de l'EAD. Pour le portail national, je ne l'ai pas indiqué, mais on fournira de l'EAD, mais aussi on autorisera à fournir d'autres types de documents, moyennant un ticket d'entrée, je ne vais pas entrer dans le détail. Et on va retravailler tout ça pour pouvoir le transformer au format européen, l'envoyer au portail européen des archives, qui lui-même le retravaille pour pouvoir l'envoyer à Europeana dans le format d'Europeana, c'est-à-dire le EDM, j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire, un modèle européen de données, tout bêtement. Et Europeana retravaille elle-même ces données avant de les publier. Et tout ça pourquoi? Pour que les moteurs de recherche extérieurs viennent chez nous et qu'on soit référencé et cherché, parce qu'on reste malgré tout très dépendant, même des sites qui sont très bien référencés par leurs propres usagers, etc. La majorité des liens entrants se font via les moteurs de recherche. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer que un écosystème, c'est vraiment ça. Il y a des équilibres à trouver, il y a des flux et il y a des maillons qu'il faut essayer de ne pas rendre trop faibles. Je comprends assez bien les différents flux. Il y en a un qui m'intéresse en particulier. Alors, le retour XML entre l'interface facile et le portail, est-ce que c'est un aller-retour entre l'UAD dans un sens et le XML dans l'autre, ou bien c'est des autorités par exemple dans l'autre sens? Eh bien, ça dépend. Il y a les deux. Donc, par exemple, il y a un projet qui est en cours, il y a des briques qui existent déjà, mais pas complètement. Mais pour les archives, on a un thésaurus qui est au niveau central, mais qui peut être alimenté aussi depuis le local vers le central. C'est très prégnant pour les bases de données de l'inventaire, qui ont des thésaurus énormes, mais qui sont en cours de refonte, parce que justement, en gros, c'est des thésaurus papier, et ils sont en train d'être, comment dire, XMLisés, open dataisés, alignés les uns avec les autres, en participant. Parce que là, j'ai simplifié, en fait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres portails, beaucoup d'autres participations, beaucoup d'autres choses qui existent. XML, ça peut être RDF, en fait, ça peut être... le RDF, très très peu encore. C'est vraiment encore des prototypes, mais c'est ce sur quoi on travaille, mais des vrais projets qui tournent complètement là-dessus, il y en a vraiment très peu, et dans les archives, il n'y en a pas. Ça commence un peu en bibliothèque, un petit peu en musée. Dans les archives en France, on en a... C'est pour l'instant du prototype. Non, c'est essentiellement de l'EAD, de l'EAC-CPF. On a mis en place avec le logiciel du CIA, enfin, du Conseil international des archives, une plateforme où on a des notices généralistes, je sais pas moi, une notice pour un tribunal d'instance par exemple, et en local, les gens peuvent venir personnaliser ou adapter cette notice globale à leur cas, à leur contexte particulier. Voilà. Ce genre de choses. Oui. Parce que pour l'instant, le portail national n'existe pas. Je l'ai mis là dans la boucle, mais voilà. Et donc actuellement, les archives participent directement et fournissent en fait de l'EAD, ou le transforment elles-mêmes, ça c'est ce qu'on va voir tout à l'heure en EAD, alors que du portail national, ça sera forcément directement, il n'y aura pas les transformations à faire, elles seront faites en amont. Moi j'ai une question, mais c'est plutôt une demande pour le fil de la discussion aujourd'hui. C'est assez difficile de différencier, en tout cas pour moi. Ça m'intéresserait de voir la différence entre Europeana et le portail européen des archives. Non
pas en D'accord. termes de concurrence, mais pour comprendre un petit peu voilà, quels sont les objectifs des uns et des autres. Oui. Alors, d'accord. C'est assez relativement simple en fait. C'est que Europeana, c'est cross-domaine, donc vous avez tout dedans, au point de vue type de contenu, donc de la vidéo, des musées, des bibliothèques, etc. Par contre, vous n'avez que des données numérisées. Ce qui fait que si on se rapporte ça au monde des archives, je ne sais pas en Suisse, mais en France, on estime qu'il y a peut-être 1 à 2% des fonds qui sont disponibles sous format numérique. Voilà. Et donc, dans le portail européen des archives, nous, on est plus spécialisé, évidemment, on ne prend que les archives, mais y compris les archives qui viennent d'autres institutions, évidemment, hein, pas forcément les archives qui sont conservées dans les archives, mais on prend tout, c'est-à-dire les inventaires et les inventaires pourvus aussi de liens vers des archives numérisées. Voilà. Comment je sors de là? Tout à l'heure, j'étais... Ah oui, il faut juste le fermer, en fait. Voilà. Merci, pardon. Donc l'interopérabilité, puisque je vous ai dit que c'était mon dada. Donc très basiquement, c'est la capacité d'un système à fonctionner avec d'autres systèmes. La définition que je donne, ça c'est une définition tout à fait française, mais je pense qu'elle tient la route quand même, même hors de nos frontières. Et donc il y a 6 niveaux d'interopérabilité qui sont absolument tous indispensables pour que ça fonctionne. Si vous enlevez un élément ou une brique, le reste ne peut pas fonctionner. Donc c'est assez simple à comprendre. Donc politique, effectivement, c'est dans le cas par exemple de notre portail européen des archives, c'est nos directeurs qui décident un jour qu'ils vont faire un portail. Le juridique, c'est par exemple, j'en ai apporté un exemplaire, c'est les conventions qu'on doit signer quand on veut participer soit au portail européen des archives, soit à Europeana. L'organisationnel, c'est qui fait quoi et à qui je dois m'adresser. Donc c'est un peu ce qu'a présenté tout à l'heure, ce qu'ont présenté Martin et Joël, avec les différents rôles qui sont donnés aux uns et aux autres, de country manager, de institution manager. Et puis évidemment, c'est là aussi qu'on met un peu l'argent. Qui paye quoi? Et puis ensuite, on arrive dans les parties plus métiers, plus techniques, disons, avec... il faut savoir ce dont on parle. Donc parler la même langue, échanger des données que les uns et les autres peuvent comprendre. Et puis enfin, il faut un support technique que les gens se comprennent. Donc pour interopérer, il faut absolument être normalisé ou standardisé. Donc j'utilise volontiers parfois, on ne peut pas interopérer. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, si on prend l'exemple de l'écartement des rails, donc vous avez des trains qui vont de Barcelone à Moscou sans problème. On a trouvé un système pour adapter. Par contre, la conduite à droite ou la conduite à gauche, ça, il y a un gap, ça ne peut pas s'adapter. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui renonce à son système totalement. Donc tout ça pour dire qu'il y a des moyens plus ou moins simples de le faire, mais il y a des moments où il faut prendre des décisions parfois un peu difficiles à prendre. Donc pour agréger les données, le plus simple, c'est les outils de mapping. Donc on fait correspondre un champ à un autre champ. Donc toutes les normes de description ont des correspondances comme ça. Donc je ne sais plus qui parlait du marque tout à l'heure. Il y a des correspondances entre le marque, le AD, entre le AD et le Dublin Core, entre le Dublin Core, le marque, etc. Donc on dit que tel élément de l'EAD correspond à tel champ du Dublin Core. Ensuite, on a des outils de conversion. Donc là, ça devient déjà un peu plus délicat à faire parce qu'on touche réellement aux données. Alors que dans le premier cas, on ne touche pas aux données. Soit on les transforme, soit on les standardise. Par exemple, vous avez des données, l'exemple le plus simple, c'est les dates.
Vous avez des dates en format texte, vous dites, je sais pas moi, 18e siècle, et en fait, si vous voulez pouvoir interroger, avoir une ligne de temps, avoir une interrogation par date, il faut transformer cette date texte en date. Voilà, donc ça c'est la conversion. Et puis, la conversion, elle peut être un peu plus complexe quand on passe d'un schéma descriptif à un autre schéma descriptif. Là, quand je disais les dates, on reste quand même d'un champ à un autre champ. Mais quand on passe d'un format de base de données à un format de schéma XML, ce qui est le cas par exemple si vous passez de Scope Archive à l'EAD, là on peut avoir des surprises et il faut mettre des hiérarchies, inventer des choses qui n'existent pas forcément. C'est plus difficile. Donc, en gros, il faut prendre vraiment le temps de l'analyse d'abord et de la réflexion pour définir les processus d'extraction des données. Déjà ça, c'est pas forcément simple. Parfois aussi, c'est pas simple parce que les prestataires vous font payer pour pouvoir extraire vos propres données, pour que vous ayez la main sur vos propres données. Donc processus aussi pour traiter, qu'est-ce qu'on va faire, jusqu'où on va, et puis ensuite transférer les données d'un bout à l'autre de l'Europe. Et une fois qu'on a aligné nos données, on peut leur appliquer des traitements de masse et donc les interroger, les afficher de façon homogène. Et c'est là qu'on peut commencer à faire des traitements, qu'on peut penser à faire du linked open data, à faire ce genre de choses. Dans le portail européen des archives, on en est encore loin. Pour l'instant, on en est vraiment au tout premier stade pour répondre à votre question. Mais il faut construire, enfin, on met des fondations, on ne va pas forcément hyper vite, mais c'est parce qu'on veut des fondations solides, histoire de pouvoir conduire notre projet assez loin dans le temps. Alors, ça, je vous le mets. Après, je vous donnerai la présentation. Et ça, c'est des textes de référence évidemment en français, mais on a des référentiels généraux. Et il y en a un qui est sur l'interopérabilité, et ça peut vous intéresser éventuellement. Il y en a un autre sur l'accessibilité, un autre qui est intéressant aussi, c'est sur la charte Internet de l'État, donc des recommandations. Il y a aussi des outils pour construire ces sites Internet. Et on y trouve toutes sortes de choses, ça peut éventuellement vous servir. Pardon. Donc tout ça, une longue introduction pour parler du portail européen des archives. Là, je vais aller un peu plus vite parce que Joël l'a déjà présenté. Je vais juste préciser qu'un oubli, c'est qu'il a été le deuxième projet. En fait, on a eu de l'argent dans le cadre du soutien à Europeana. Donc, on doit fournir un certain nombre de données, c'est quantitatif, c'est chiffré à Europeana. Et c'est pour ça qu'on a été financé. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, la Commission européenne, en gros, ne jure que par Europeana. Voilà. Donc, j'ai l'air de le présenter de façon un peu pessimiste, mais c'est vrai que c'est un petit peu le cas. Et on travaille beaucoup. C'est surtout Kerstin Arnold du Bundesarchiv en Allemagne qui travaille sur ces questions. Donc moi je suis pas très calée, mais en tout cas ça marche. On peut, les partenaires qui le souhaitent, s'ils mettent leurs données avec des archives numérisées sur le portail européen des archives, il suffit de cliquer sur un ou deux boutons en plus pour que ce soit publié sur Europeana, ce qui est très pratique évidemment. Et puis la fondation, oui, on l'a dit après, oui, en mars 2015, à partir de mars 2015, on espère avoir une fondation qui pérennisera le projet. Parce que sinon, tous ces efforts pour rien, ça aurait été un peu embêtant. Donc ça, on l'a dit. Et là, je suis très contente parce que la Suisse est bien bleue au milieu, alors que d'habitude, c'est le contraire. Et donc ça, bon, vous l'avez vu. Mais là, je suis très contente parce que cette diapo, évidemment, je ne refais pas cette diapo à chaque fois, mais elle est quand même pas si vieille que ça. Elle date peut-être de fin mi-mars.
Et vous voyez, mi-mars, on était à 271 institutions, et on est passé à 400, j'ai vu sur la diapo de tout à l'heure. Donc ça, on l'a vu. Alors, les différents types de contenus qu'on peut trouver sur le portail. Alors, les inventaires d'archives, on va y revenir, c'est quand même le plus important. Les notices descriptives de producteurs, donc les notices EAC-CPF, ça c'est en cours et ça sera dans la nouvelle version du portail qu'on va mettre en ligne en juillet, si tout va bien. Et c'est en test en ce moment. Et avec un renvoi vers les sites d'origine à partir des résultats de recherche, y compris pour les images. On ne garde pas d'images sur le portail européen des archives. Quand vous voyez des images sur le portail, ce sont des liens en fait, et elles s'affichent depuis les sites distants. On a un annuaire des services d'archives et on a une petite partie un petit peu éditorialisée de zoom sur... Enfin, alors ça, moi je l'ai traduit comme ça. Ah oui, ce qui me permet de faire une incise, parce que chaque pays était responsable des traductions. Et évidemment, pour la France, pour le français, c'était la France qui l'a fait, donc moi essentiellement. Et j'ai fait souvent des erreurs et j'avais pas forcément d'idées géniales. Donc, si vous remarquez des choses, si vous avez des idées sur les traductions à améliorer ou des erreurs, eh ben, vous me les signalez. Parce que c'est pas toujours simple de trouver des termes qui prennent pas trop de place, qui parlent, qui soient justes, etc. Alors, les normes. Ça, je vais pas en parler énormément parce que j'aime pas ça. Mais c'est très important. Après avoir dit que c'était un des piliers du portail. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça existe, il faut savoir à peu près comment ça marche, mais après, les connaître par cœur, c'est pas du tout mon truc. Mais ce qui est certain, c'est que dans la réflexion de base, on est parti des standards définis et utilisés par le Conseil international des archives. Donc, ISAG pour les inventaires, ISDIA pour les informations sur les services d'archives, ISAR et ISAR CPF pour les producteurs d'archives, et on a ajouté à ça METS parce que c'était utilisé essentiellement en Allemagne et en Suède pour encapsuler d'une certaine manière les images numérisées et les données descriptives relatives à ces images. Et METS n'est pas encore implémenté dans le portail. On a juste terminé la phase de réflexion sur la façon dont on allait utiliser ce standard au sein du portail. Donc, toutes ces normes descriptives, peu ou prou quand même, maintenant, tous les services d'archives les suivent. Après, leur déclinaison pour Internet sont moins répandues pour le moment, mais ça vient. Et ce qu'on a remarqué au début du projet, on s'est dit, bon, on va faire de l'EAD, parce que pour la publication en ligne, c'est facile, ça existe, etc. Et puis on s'est aperçu que pas du tout, parce que l'EAD, c'est une norme très souple, et même tellement souple qu'elle est trop souple. Et on s'est aperçu qu'il y avait à peu près autant d'utilisation de l'EAD que d'archivistes. Et chacun fait sa sauce à sa manière. C'était déjà le cas sur papier, parce que si vous donniez 2 fonds identiques d'archives à 2 archivistes, vous arrivez à peu près à 2 inventaires vraiment différents, à moins qu'il y ait eu quelqu'un pour les encadrer. Et j'ai l'habitude de dire que l'imagination des archivistes n'a pas de limite en manière de description et de création de niveaux bizarres. Donc on s'est vite aperçu que on ne pouvait pas simplement récupérer les fichiers EAD, il fallait normaliser ces fichiers EAD. Donc on a créé un profil et un schéma spécifique qu'on a appelé Ape EAD, et qui sert pour tout ce qu'on publie. Donc les inventaires, les guides des fonds et les guides des sources. Alors les guides des sources, il paraît que c'est une spécificité absolument française, mais on a réussi à l'imposer à l'Allemagne, après de longues discussions. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc là, j'ai imprimé, il y a le schéma, parce que très souvent, ce qui est utilisé en EAD, c'est encore une DTD, alors qu'en fait, on va vers des schémas. Nous, on a fait directement un schéma, parce que le schéma est quand même plus structuré, plus rigide. Et puis, comme on est gentil,
surtout Kerstin Arnold, qui était responsable des aspects de standardisation dans le présent projet, on a fait un manuel qui explique comment le AD est utilisé dans le portail et qui explique élément par élément, niveau hiérarchique par niveau hiérarchique, tout ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et tout ça, tous ces trucs-là, c'est téléchargeable sur le site du projet. Ensuite, on a fait... Donc ça, c'est la première brique, c'était le AD, puisque c'était quand même le cœur du projet, ce sont les inventaires. La deuxième brique, c'était l'EAG. Alors l'EAG, c'est utilisé par les Espagnols et les Polonais. Et c'est les Espagnols qui en sont à l'origine. Donc on est reparti de ce qu'ils avaient fait. Et on l'a adapté pour que ça prenne en compte l'ensemble des pays européens. Alors c'est un peu lourd à mon goût, mais c'est-à-dire que vous pouvez faire un énorme fichier descriptif pour votre service, absolument monstrueux, mais les éléments obligatoires sont le plus restreint possible. Ce qui fait qu'on peut aussi en avoir une version light si on le préfère. Et par exemple, si je reprends l'exemple de la France, personne n'utilise l'EAG en France. Mais dans le cadre du portail national qu'on va faire, du coup, on va récupérer la norme qu'on a déterminée au niveau européen, on va l'intégrer dans le portail national, et ce qui fait qu'on aura un seul annuaire à mettre à jour, et ensuite ça se mettra à jour automatiquement de l'un à l'autre. L'EAC-CPF, alors ça, qui est-ce qui était fort en EAC-CPF? Pas grand monde. Il y avait la Suède qui était la plus avancée. Et puis, et après, dans les autres pays, c'était seulement des tests parfois très avancés. Mais, et donc, le ACCPF, ça commence seulement à se répandre de façon assez importante. Ça commence maintenant, en principe, tous les logiciels un peu avancés proposent un module EAC-CPF à leurs clients, mais c'est encore relativement récent. Et puis je vous en parlerai pas beaucoup puisqu'il n'est pas encore dans le portail. Mais si ça vous intéresse, tout ça est en ligne, en anglais, sur le portail. Et on a quand même beaucoup d'espoir là-dessus. L'idée, c'est quand même de pouvoir attaquer les données par toutes sortes de biais, donc soit par les producteurs, soit par les services, soit par les inventaires, soit par les descriptions d'archives proprement dites, et de pouvoir faire des rebonds et de pouvoir naviguer de façon fluide d'un espace à un autre. Alors qu'à présent, c'était vraiment des silos assez distincts les uns des autres. Donc le portail, ça a été dit, interface multilingue, et évidemment un moteur de recherche sur lequel on travaille pas mal. Et ce qui est assez nouveau, c'est qu'on a un affichage, on l'a appelé en mode liste, je ne sais plus s'il s'appelle comme ça dans toutes les langues, peut-être pas, et qui comprend une navigation par facette qui permet de trier les résultats. Donc on est assez loin de ce qu'on trouve habituellement dans les services d'archives. Sauf évidemment pour ceux qui travaillent en base de données, ce qui est le cas en Suisse majoritairement. Donc encore une fois, je n'ai pas assez travaillé. Donc en mode liste ou alors en mode hiérarchique, pays, institution, guide des fonds, inventaire, et on descend comme ça. Mais alors le désavantage de cette présentation-là, c'est que c'est très 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 figé et on est obligé de cliquer 10 000 fois avant d'arriver au bon résultat. L'intérêt, c'est qu'on a le contexte immédiatement, donc c'est difficile d'avoir les deux à la fois. Les imagettes, je l'ai dit, et les fonctionnalités utilisateurs, on n'en a pas encore énormément. On a sauvegarder ses recherches, mais moi je m'en sers juste pour une chose, c'est pour voir ce que font les différents services d'archives français quand ils publient des nouvelles choses. Comme ça, j'ai plus à m'embêter à leur demander où ils en sont, etc. Je réinterroge et je regarde où ils en sont. Par contre, une fonctionnalité très intéressante,
c'est qu'on peut désormais envoyer des remarques à l'institution à partir de n'importe quel niveau de résultat. Et oui, alors ça, pardon, je vais vous dire des choses. Je ne suis pas entrée en détail parce que Wim van Ongen, des Pays-Bas, qui est le coordinateur des country managers, a fait des films, des petits tutoriels qui ont été mis en ligne et les adresses sont à la fin de ma présentation, où il explique très bien tout ça en faisant des démonstrations sur des vraies recherches. Mais c'est en néerlandais. Oui. Ouais. Vous dire aussi qu'il faut faire attention qu'il y a 2 sites internet. Ah oui. Il y a le portail et il y a le site du projet. Beaucoup d'informations supplémentaires au niveau des standards, des tutoriels. Ça, c'est sur le site du projet, donc du site du Apex. On se trouve donc sur apex.project.eu. Ici, il y a les tutorials qu'on peut télécharger. Voilà. Et donc, il en a fait sur justement comment on peut faire des recherches, comment on peut charger des données. Donc tout ça, ça permettra, après la journée d'aujourd'hui, vous pourrez aller vous rafraîchir la mémoire, et ça sera tout indiqué ici. Et comment créer un guide des fonds. Et celui-là est très long, parce que moi, mon dada, c'est l'interopérabilité, mais le dada de Wim, c'est créer des guides des fonds. Parce qu'ils n'en avaient pas aux Pays-Bas, il a découvert ça avec le projet, et depuis, il est intarissable sur la question. Donc je ne sais pas si on prend le temps de regarder ça, ou je fais en vrai. C'est plus rigolo en vrai, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être un peu... Donc on a dit multilingue. 402, regardez. Mais on n'est toujours pas passé à 40 millions. Mais 402, c'est bien. Et 402, ça veut dire qu'il y en a plus dans l'annuaire. En fait, parce que là, c'est juste ceux qui ont publié des inventaires qui sont affichés automatiquement. C'est des comptes automatiques. J'ai pas d'idée, moi, de recherche. On va chercher Berne, en français. Donc, Berne en français, j'ai été trop vite parce que du coup, il ne me propose pas Berne en allemand. Voilà. Je devrais m'arrêter là. Et ensuite, ouais, non, c'était pas une bonne idée d'avoir fait Berne avec un E. Je refais Berne sans E. Et là, normalement... Non, pas une bonne idée non plus. Ah, je suis désolée, je reviens à Berne. Ça se prépare, en fait, les démonstrations. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous tapez là-dedans, vous avez une autocomplétion. C'est-à-dire qu'il vous propose, si je reviens en arrière, et que, vous voyez, selon ce que vous avez tapé, enfin, c'est une fonction très classique, mais j'insiste juste un tout petit peu sur ça, c'est que c'est un tout petit pas, tout petit, vers le multilinguisme. Ça se voit mieux, par exemple, sur des noms propres type ce grand homme qui était tout petit. Là, vous l'avez en beaucoup de langues, c'est-à-dire sans accent. Là, vous l'avez en français. Là, c'est pas lui. Là, vous l'avez, je crois que c'est en adjectif en polonais. Là, vous l'avez en italien. Là, vous l'avez en estonien. Là, vous l'avez en espagnol. Ils se trompent, ils mettent l'accent sur le O. Là, vous l'avez en allemand, etc. Donc, c'est sur les noms de lieux et sur les noms de personnes, ça marche relativement bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tous ces termes-là, s'ils apparaissent, c'est qu'ils sont indexés, ils existent. Et si vous choisissez n'importe lequel de ces termes, vous aurez au moins une réponse. Là, ce qu'on a là, c'est quand il a trouvé des termes approchants,
en nombre supérieur à vos résultats de recherche. Alors en nombre supérieur parce que sinon il vous ferait il vous mettrait par exemple des fautes d'orthographe. Si vous vous trompez, que vous saisissez quelque chose avec un mot avec une faute d'orthographe, si vous saisissez un mot correct, pardon, et qu'il existe avec faute d'orthographe dans les inventaires, ce qui est souvent le cas, ça serait proposé là et ça serait pas très joli et surtout ça ferait beaucoup de bruit. Donc on avait décidé de mettre uniquement ce qui était en nombre supérieur. Bon, là j'étais à Berne et évidemment ça n'a absolument aucun intérêt. Mais si je refaisais ma recherche là, Napoléon, c'est un petit peu long. Je suis désolée. Ben oui, non, évidemment, je suis bête. J'ai pris celui qui a le plus de résultats. Quand c'est celui qui a le plus... C'est la limite de ce truc-là. Quand c'est lui qui a le plus de résultats... Ah oui, et puis c'est un clavier qui est parti. Oh, Napoléonius. Alors, je recommence. Si je fais celui-là, est-ce qu'il va être d'accord? Ouais. Il me propose aussi les Napoléons sans accent. Bon, c'est un peu limité, hein, mais c'est pas très grave. Donc l'idée, c'est que par défaut, on arrive sur ce résultat en liste et on met chaque service, en fait, on a choisi de mettre un certain nombre d'éléments de l'EAD en valeur. Donc on a le titre, ensuite on a le titre et pour avoir un peu de ce contexte dont je parlais tout à l'heure, on a le titre de l'instrument de recherche, la cote, et le pays et le service, puisqu'on est dans un environnement international, il faut absolument avoir quand même ce genre d'informations. S'il y a des archives numérisées liées, il y aurait une icône en plus, et puis on a les dates quand elles existent. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, beaucoup de dates qui manquent. Et c'est pas bien, ça vient de la France. Vous pouvez ensuite choisir par les pays. Donc filtrer vos résultats sur les pays, vous pouvez filtrer vos résultats sur les services d'archives, sur les types de documents. Alors ça, c'est un peu, je trouve, les archivistes parlent aux archivistes, mais ça se révèle fort pratique. Donc on a décidé de le laisser. Donc c'est sur le niveau de description, en fait. Si vous êtes pas le niveau de description, mais le type, pardon, de description. Si vous êtes dans un inventaire classique, dans un guide des fonds ou dans un guide des sources. Et là, c'est en allemand et je ne sais même pas quoi correspond à quoi. C'est pas bien. Et ça, je ne sais pas non plus. Si vous avez une idée, ça c'est incroyable, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le niveau. Ah oui, c'est ça, si c'est un fond. Ah oui. Oui. Mais il s'est mis. Oui, alors la particularité, c'est qu'il se met sur le. Il prend la langue du navigateur. Voilà. J'ai eu la flemme de le changer. Parce que ce qui est énervant, c'est quand on change, il perd la recherche. Voilà. Donc c'est le niveau de description, effectivement. Donc si on veut rester à un niveau général ou un niveau... Mais moi, pour ça, par exemple, à mon sens, c'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas archiviste. Alors, mais bon, si vous avez des remarques à faire, vous les faites. Ensuite, archives avec ou sans image, ça c'est beaucoup, ça va, c'est plus facile. Les dates, évidemment. Et là, vous voyez que c'est quand même heureux. Il y a un tout petit peu plus de dates normalisées, mais il y a quand même beaucoup de sans dates et beaucoup de dates au format texte. C'est-à-dire des dates qui n'ont pas pu être normalisées dans le cours des conversions. Donc il en reste quand même encore beaucoup. Et puis ensuite, on peut filtrer sur les dates et on peut descendre. Là, on part, quand il y a beaucoup de résultats, on part du siècle, puis par décennie, puis par année, par mois. On peut descendre jusqu'au jour, je crois. Mais là, la connexion est un peu lente. Voilà, on descend mince, raté, à la décennie. Et en fait, je suis un peu au pif parce que j'aurais dû préparer ça.
Mais bref, l'idée c'est que vous pouvez filtrer vos recherches avec ça. Ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est que on a une prévisualisation des résultats avec, selon le cas, si j'avais une vignette, j'aurais déjà là mon image. Si le service a mis des liens vers le site original, je peux aller voir les infos directement sur le site original, et sinon je peux aller voir l'inventaire proprement dit, et j'arrive au niveau de l'inventaire. Et donc sur la partie droite, on a le niveau de description le plus fin, c'est-à-dire là où le hit, le moteur de recherche a trouvé et c'est surligné, ça a trouvé sa réponse et c'est surligné. Et dans la partie gauche, on a les informations de contexte. Donc là, ordre, note et décret de Napoléon Ier, je sais que c'est donc en France aux Archives nationales, dans le fond Bertrand, je ne sais pas qui est Bertrand, mais enfin bon, papier de fonction, et que c'était en rapport avec la Hollande et l'inspection du génie, enfin bon, des choses là, selon la recherche, évidemment, c'est intéressant de savoir ça, parce que ordre, note et décret de Napoléon, si on a juste ça, c'est quand même beaucoup trop vaste, et le niveau juste au-dessus permet d'avoir l'info. Et c'est ça que j'aime bien. Là, pour l'instant, ça envoie au country manager, non, à l'équipe technique, mais ça va envoyer à l'institution manager. Et enfin, il y aura un choix, c'est pas encore tout à fait fait. Et c'est en place depuis quelques temps, et donc c'est l'équipe technique qui le reçoit, donc on voit ce qu'on reçoit, et j'aime beaucoup cette fonctionnalité parce qu'on entre enfin via un site internet et des instruments de recherche, on entre en contact avec nos utilisateurs. Et on a des vraies demandes, des vraies questions, plus ou moins intéressantes, plus ou moins pertinentes, mais sur vous avez ça, est-ce que vous avez autre chose qui traiterait de ça, j'ai fait des recherches sur tel point, est-ce que je pourrais avoir ça sous forme numérisée, toutes sortes de questions qui arrivent et qui arriveront directement à l'institution manager ou au country manager, c'est pas encore tout à fait fixé. Enfin, de préférence, moi ça c'est ma recommandation, de préférence à l'institution manager. Et ça c'est vraiment bien. Et donc voilà, pour faire un tour rapide sur les fonctionnalités de recherche du site. Je n'ouvre pas de session parce que c'est pas très intéressant. Et oui, et puis les fonctionnalités, quand je disais que les fonctionnalités étaient un peu balbutiantes, voilà, on peut partager à tous les niveaux, n'importe où dans l'arborescence, on peut partager l'information, et à chaque fois, c'est quand même, on reprend un minimum d'informations. De même que quand vous envoyez un commentaire à l'institution manager, vous avez le lien qui vous permet de voir d'où est parti le commentaire. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Tu veux ajouter quelque chose? Je ne suis pas très bonne, moi, en démonstration. Pourtant, il faudrait... Alors, je retourne. D'accord. Voilà. Je retrouve mon truc. Alors, les prérequis pour participer. J'ai entendu une ou deux ou trois personnes ce matin qui disaient il faut voir ce que quelles conséquences ça a de participer. Est-ce que ça serait, en gros, est-ce que ça va nous coûter cher de participer? Cher en temps et en hommes, parce que pour fournir des données, ça reste gratuit. Évidemment, il n'est pas question de faire payer pour donner ces données. Alors, il y a une obligation côté administratif, donc signer le CPA et le Content Provider, le Data Exchange Agreement. Et les prérequis techniques, je l'ai dit, c'est avoir des inventaires en EAD, donc au format XML. Vous ne pourrez jamais télécharger de PDF ou de Word sur le fichier. Et si c'est de l'EAC-CPF, si c'est des fiches producteurs, pardon, il faut qu'elles soient au format EAC-CPF. Et si vous voulez fournir des... Ah, j'ai oublié de montrer les zooms. Si vous voulez fournir les zooms, donc c'est en gros une image sur laquelle vous faites des zooms, vous expliquez quelque chose qui est particulièrement emblématique, enfin que vous avez envie de montrer.
Et un texte de présentation est bilingue, et quand je dis bilingue, c'est obligatoirement avec de l'anglais. Donc si vous n'êtes pas content, protestez. Moi j'ai protesté, mais ça n'a pas suffi, donc vous pouvez mettre d'autres langues, hein. Vous pouvez mettre, si vous avez envie, vous pouvez mettre les 4 langues officielles de la Suisse, c'est possible aussi, mais vous serez obligé d'en ajouter une 5e et d'avoir l'anglais. Alors maintenant, j'arrive de plus en plus vers le cœur du sujet. Donc le principe, premier principe, on l'a dit, c'était de s'appuyer sur les normes existantes dans le monde archivistique. Deuxième principe, c'est chaque service gère ses propres données de A à Z. Alors, c'est toi, Joël, qui disais tout à l'heure, on ne va pas travailler à votre place. Donc, il y a le principe de on ne veut pas travailler à la place des gens, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est parce que c'est une question plus simple, évidemment, mais c'est une question de responsabilité aussi. Chaque institution reste responsable de ses données du début à la fin du process, y compris quand elles sont sur le portail. Et on a trouvé que c'était beaucoup plus sain d'être dans une transparence totale et une responsabilité complète. Donc, il faut récupérer ou exporter les données depuis votre propre système. Il faut éventuellement les traiter, les convertir de votre format local au format EID, puis au format Europeana. Il faut les charger dans le back-office du portail. J'ai mal mis parce que le traitement ou la conversion éventuelle, ça se fait dans le back-office. Et puis, il faut valider, il faut publier, transférer sur Europeana et évidemment mettre à jour ou supprimer les données quand elles sont plus valides ou que pour une raison ou une autre, vous voulez retirer. Alors évidemment, la suppression, c'est pas très recommandé parce qu'un utilisateur qui a trouvé quelque chose une fois sur un portail, quand il revient 2 mois après et que ça y est plus, ça lui fait pas plaisir. Mais c'est quand même possible, soit parce qu'on a fait une erreur, soit parce que des données qui ne posaient pas de problème deviennent tout à coup sensibles pour des raisons politiques, enfin, des choses qui arrivent. Je ne sais pas en Suisse, mais en France, il y a souvent des enjeux politiques liés aux archives. Et il y a une loi pour les archives. Non. Ouais. C'est ultra variable. Il y a ceux qui ont mis de leurs données il y a 4 ans et qui n'ont rien touché depuis, et qui devraient pourtant. Et puis il y a ceux qui voudraient mettre à jour tous les jours. Et en fait, c'est bien ni dans un cas ni dans l'autre, parce que quand vous mettez à jour trop souvent, les moteurs de recherche, type Google, n'aiment pas ça du tout. Parce que pour eux, ça prouve une sorte d'instabilité du portail. C'est un peu idiot, mais il y a aussi le fait qu'ils ne viennent pas non plus tous les jours moissonner tout ce qu'il y a, crawler tout ce qu'il y a dans votre site. Et puis l'autre inconvénient, c'est que ça fait des charges importantes sur les serveurs. Parce que si vous décidez de réécraser vos données toutes les semaines et que vous en avez un gros volume, ça fait beaucoup de charges sur les serveurs. Voilà. Donc en fait, il faut un peu trouver des moyens de terme. Et puis évidemment, ça dépend. Au début, quand vous commencez à participer, forcément, vous mettez beaucoup à jour. Vous apercevez, vous croyez avoir fait tous les tests, que tout est bien, et puis tout à coup, vous vous apercevez qu'il y a une donnée qui a sauté au moment de la conversion et qu'elle est très importante. Donc vous recommencez, vous retravaillez sur la conversion ou des choses de ce genre. Ça peut arriver. J'ai pas de cas de figure. Et après, c'est, je pense, extrêmement national. Donc, je vous donne 2 exemples assez extrêmes. Nos archives nationales en France, il a fallu leur arracher leurs inventaires, quasiment. Et
Mais il a fallu aussi leur arracher en interne pour les publier sur leur propre site internet. Parce qu'en gros, les conservateurs voulaient que tout soit parfait avant de publier. Or, si on attend que quelque chose soit parfait, la perfection, ça mène à l'impuissance, en gros. Et donc, bon, on les a un petit peu violés, on a récupéré les inventaires, on les a publiés. Alors, on a fait ça par petites touches. Hein. On a d'abord publié une centaine d'inventaires sur l'instance de test. On leur a dit, voilà, regardez, est-ce que ça vous va? On n'a pas eu de réaction. Donc ensuite, on a fait un test en grandeur nature. On a publié 1000 inventaires. Ça, c'était au mois de septembre dernier. On leur a laissé 1 mois et demi pour réagir. Puis il n'y a pas eu de réaction. Et donc, au mois de janvier, comme j'ai fait une relance. Bon, j'ai pas fait 2 relances, hein, je n'en ai fait qu'une. C'est peut-être pas très gentil de ma part. Et puis, au mois de janvier, comme j'avais pas eu de réaction, j'ai tout publié. Donc, 17 000 inventaires à peu près. Et j'ai encore eu zéro réaction de leur part. Et pourtant, il y a des erreurs dedans. Mais pour moi, c'est pas grave. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et pour eux, c'était grave avant, mais une fois que c'est fait, visiblement, ça n'allait pas tant que ça. Et alors, exemple inverse, et quand je dis qu'il y a des erreurs, il y a des erreurs. J'étais la semaine dernière avec notre collègue belge, Sébastien Soyer, qui vient d'être nommé Country Manager, en remplacement de Lucie. Et donc, on regarde sur le portail et paf, on est tombé sur une erreur. C'était quand même un peu gênant. L'erreur disant qu'il fallait mettre à jour cet inventaire avec la dernière version, une espèce d'explication de texte bizarre. Et puis alors, à l'extrême inverse, vous avez les Pays-Bas. Et alors, les archivistes, Wim les présente comme des anarchistes excités, dont il fait partie lui-même. Ils veulent tout changer. Dès qu'ils voient, ils surveillent leurs données. Dès qu'ils voient qu'il y a une virgule au mauvais endroit, hop, ils veulent changer, ils veulent mettre à jour. Mais ils le font réellement. Donc, et je pense que c'est un peu. Et alors, je demandais justement à Wim si c'était juste 1 ou 2 personnes aux Pays-Bas. Il me dit non, on est tous comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais enfin, il faut bien que je le croie. Donc, je ne sais pas bien vous dire encore. Voilà. Mais vous verrez que si on fait par OAI-PMH, on a limité volontairement à un délai de 3 mois. Et là, on va essayer de négocier à 2 mois avec notre développeur en chef. 3 mois de délai entre 2 mises à jour. Après, il y a des contournements, parce que si on s'aperçoit qu'il y a vraiment un problème, on peut toujours charger un entrepôt, un fichier ou 2 à la main. Sans utiliser l'entrepôt OAI. Voilà. Donc, le principe de participation, donc chaque service gère ses données, mais la contrepartie, évidemment, c'est qu'on doit vous aider. Donc, c'est exact ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on aide les services qui veulent participer, mais on aide aussi, quand ils le veulent, les fournisseurs, les éditeurs de logiciels. Donc, on a fourni des outils. Donc, d'abord le back-office, ce à quoi vous avez eu un accès, parce que Martin vous a envoyé des identifiants de connexion. Le très joli DPT, donc l'outil de préparation des données. Et puis le dernier né, le petit dernier, il est juste 6 mois, je crois. C'est une console de moisson. Alors les 2 derniers, donc le back-office c'est en ligne, hein, vous travaillez, c'est un web service, et les 2 derniers, vous pouvez les installer, les télécharger et les installer sur vos ordinateurs. Et ça marche comme des stand-alone, et c'est fort pratique. Et on va y revenir en détail cet après-midi. Donc ça, on fournit des outils qu'on a développés en interne. On adapte la feuille de style pour la conversion des données. Alors ça, il y a des tas de feuilles de style qui circulent, mais il y a un gros tronc commun qui est la feuille de style par défaut qu'on trouve dans le back-office et dans l'outil de préparation des données. Et alors, je vous donne juste un exemple. Quand je parlais des archivistes à l'imagination débordante, on trouve par exemple dans les niveaux de description, c'est surtout dans les niveaux de description qui sont très féconds. On part d'un fond, ça jusque-là tout va bien, mais après on descend au sous-fond, au sous-sous-fond, à la sous-série, au sous-sous-sous-sous-fond. Johan est arrivé à trouver jusqu'à 5 sous
avant, donc sous, je sais pas quoi, je sais plus si c'était une série ou un fond, des groupes de fonds, des sous-groupes de fonds, des parties d'items, enfin, c'est vraiment, c'est absolument sans limite. Or, là c'est l'archiviste qui parle, pour moi ça n'a aucun intérêt. Parce que l'intérêt, enfin pourquoi on fait ces inventaires, c'est pour un usager. Et quel est l'historien qui veut savoir que c'est un sous-fond plutôt qu'une sous-série? Absolument personne, sauf les historiens qui s'intéressent à l'archivistique. Bon. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que on avait droit seulement à 5 niveaux, et donc on les emboîte. Par contre, on peut aller aussi profond, on peut les emboîter autant qu'on veut. Et donc, on a, je devrais savoir ça par cœur, et je vais me tromper encore. On doit avoir fond, série, sous-série, fichier et item. Ça doit être ça. Oui, fichier, c'est dossier. Pardon, file. Je traduis mal. Oui. Et puis après, il y a des règles dans la feuille de style qui font que si la feuille de style rencontre un sous-fond, elle décide que c'est une série, ou alors elle décide que c'est un fond, je ne sais plus, etc., etc. Et avec toutes les exceptions à la règle qu'on rencontre par pays, par institution, par type de fond, et on ajoute des lignes et des lignes de code à cette feuille de style par défaut. Ensuite, on fournit aussi des LED pour les feuilles de style spécifiques de certains. Donc c'est le cas pour l'Irlande, par exemple, qui a une feuille de style tout à fait particulière, pour Malte, qui partait de base de données Access, pour Scope Archive, pour beaucoup de... Alors Scope Archive, en plus, la particularité de Scope Archive, c'est qu'il faut en faire plein pour chacun aussi. Donc il y a une feuille de style pour la Suisse, il y en a une pour la Slovénie, qu'on est en train de modifier parce qu'on avait fait la Slovénie Archive nationale, et maintenant on attaque la Slovénie Archive locale. Il y en a une pour les Hongrois, il y en a une pour... Enfin, tout ça est très variable. Donc c'est vrai que c'est le cœur du dispositif, c'est ces feuilles de style. Ce qu'on fait aussi, c'est que quand on s'aperçoit qu'on a manqué des choses au début, parce qu'évidemment on est quand même parti beaucoup de la théorie. On est parti aussi, on a pris des exemples existants, on a pris des profils nationaux quand ils existaient, mais après on entre dans la vraie vie, et c'est vrai que quand on a établi le schéma et le profil sur la base de quelques dizaines d'inventaires, et que maintenant on est à plus de 220 000 inventaires, forcément on rencontre des cas de figure auxquels on n'avait pas pensé et qui sont pourtant tout à fait légitimes. Donc on adapte également le schéma EAD pour réintégrer des choses, pour corriger des erreurs, ce genre de choses. Oui. Oui, tout à fait. Et selon le cas, quand il y a un problème, quand on rencontre un problème avec un fichier qui passe pas en fait la validation, soit on change soit on change la feuille de style, soit on adapte le schéma EAD. En général, dans 90% des cas, c'est la feuille de style qu'il faut changer. Et puis dans 1% des cas, mettons, je dis ça, mais dans très peu de pourcents des cas, c'est la source qu'il faut changer, parce qu'il y a vraiment un problème à la source je reprends mon histoire de conduite à droite, conduite à gauche. S'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas rattrapable, parce que ça ne correspond pas aux normes, on recommande plutôt de changer à la source. Alors ça, évidemment, selon les partenaires, c'est faisable ou non. Parce qu'il faut des ressources en interne, il faut la volonté, il faut que ça puisse continuer à marcher avec leur système déjà existant. C'est pour ça que je reste assez vague, parce que c'est vraiment du sur-mesure en réalité. Du portail européen des archives. La feuille de style qui permet de passer du format local au format européen. Et qui existe de différentes manières. Donc soit elle est sur le portail européen par défaut, soit vous pouvez la mettre directement dans les outils qu'on a fournis, soit vous l'avez intégrée vous dans votre outil. C'est le cas pour Scope Archive. Enfin, non, il n'est pas intégré dedans, mais il est juste à la sortie. Et il est aussi dans le DPT, voilà.
Mais je reviendrai sur ces histoires de feuilles de style. Mais en gros, c'est que oui, c'est ce qui permet la transformation d'un format local au format normalisé. Et puis, ce qu'on fait pas mal aussi, c'est de donner des conseils, de faire des recommandations techniques, de faire des tests pour la mise en place des entrepôts OAI, y compris auprès des prestataires, parce qu'ils ne le savent pas forcément bien. Et là, on va passer à un morceau un peu plus... Alors, si j'insiste énormément sur l'OAI PMH, donc je veux dire ce que c'est, comment les principes de fonctionnement, la moisson, et après ce qu'on en fait. Si j'insiste vraiment beaucoup, c'est parce que c'est un outil de liberté. Je vais commencer par ma conclusion. Je cherche ma page de conclusion. C'est que ça demande un investissement au départ, ça c'est vrai. C'est un peu plus compliqué que d'utiliser le HTTP, d'envoyer ces fichiers un par un ou zip par HTTP. Mais par contre, quand on se remet dans le contexte de participation à un portail, 2 portails, 3 portails, 10 portails, participer à un portail thématique, à un portail de bibliothèque, un portail d'archives, un portail de je ne sais quoi encore, si vous paramétrez correctement les choses dès le début, le grand intérêt, c'est que, vous pouvez tout automatiser. C'est-à-dire que là, actuellement, pour le portail européen des archives, dans le meilleur des cas, une fois que vous avez paramétré, vous vous occupez plus de rien, les mises à jour se font toutes seules et les publications se font toutes seules sur le portail européen et jusque chez Europeana. Donc l'automatisation totale. 2, on peut participer à différents projets avec un seul et même entrepôt OAI. Et troisième grand avantage, on peut même sécuriser les échanges, donc aller à l'encontre même de ce que c'est que l'OAI PMH. Donc qu'est-ce que c'est que l'OAI PMH? Ça veut dire Open Archive Initiative. Et après, je ne me souviens jamais de PMH, c'est Protocol for Metadata Harvesting ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un Open Archive, c'est parce que l'idée, c'était de mettre en commun des données et qu'on les expose, en fait, on les met quelque part et chacun peut venir les chercher. Voilà, en gros. C'était pour faciliter les échanges au départ dans le monde universitaire et dans les sciences dures. Donc le archive n'a rien à voir avec nos archives à nous. C'est au sens de données stockées quelque part. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un protocole d'échange de données sur le net. Donc c'est assez simple. Et on utilise différents verbes d'interrogation. Alors quand j'ai des verbes d'interrogation, ça veut dire que vous faites une requête, une URL de requête. Comme quand vous tapez dans votre barre une recherche, un moteur quelconque. Et puis, ça je l'ai mis entre parenthèses parce que j'y connais rien. Derrière, on peut mettre une compression pour optimiser les performances. Ah oui, j'ai oublié que je rende à César ce qui lui appartient, c'est que cette présentation-là, elle est très fortement inspirée d'un atelier que Johan Moranville, qui est l'informaticien qui travaille dans le groupe 5 et qui a développé les outils de préparation des données, la feuille de style, etc. Et une présentation un atelier qu'il avait fait en Suède vers la fin du projet AppNet, je ne sais plus exactement quand, en 2011 je crois. Donc ça ressemble à ça le protocole. Donc il faut imaginer, transposer les choses, c'est vraiment comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il faut 2 acteurs pour échanger, donc vous avez monsieur A et monsieur B, et monsieur A veut aller donner des choses à monsieur B. Donc, ce qu'il veut donner, il le met dans un entrepôt. Mais évidemment, il ne met pas ça en vrac. Il a le droit de donner que du XML. C'est quand même une limitation. On ne peut pas échanger autre chose que du XML. Mais ça peut être n'importe quel XML. Donc, ça peut être de l'EAD, ça peut être du MARC, ça peut être du Dublin Core, etc. Donc toutes ces données, il faut qu'il les prépare dans votre entrepôt. Donc il les met dans des petites boîtes, dans des cartons, imaginez ce que vous voulez, sur lequel il met des étiquettes pour savoir ce qu'il y a dans la boîte et pour savoir à qui il veut le donner. Et puis ensuite, ces boîtes, donc les étiquettes, c'est l'OAI. Les boîtes avec les étiquettes, c'est ce qu'on appelle l'OAI.
Et puis ensuite, ces boîtes, il les met dans un camion. Ça, c'est le HTTP, que tout le monde connaît. Et voilà, et ça part chez Monsieur B. Donc c'est quelque chose de très concret et très simple. Et j'en veux pour preuve en fait que ce protocole il existe depuis 10-12 ans maintenant et il n'a jamais évolué. Et par contre, il est de plus en plus, je suis en train de faire ce truc, et par contre, il est de plus en plus utilisé. Et c'est rare les standards comme ça qui évoluent très peu. Là, je me répète en fait. Je me souvenais plus que j'avais cette diapo-là. Je me répète. Donc, vous pourrez le relire à tête reposée. Mais en fait, pourquoi ça marche? C'est parce que ça repose sur des éléments simples, c'est-à-dire et stables. L'UXML, c'est stable, c'est balisé, ça ne bouge pas. Le HTTP, c'est stable, c'est balisé, ça ne bouge pas. Et donc, la seule chose qui a été inventée, c'est ce protocole OAI, c'est-à-dire comment impacter les données pour les passer d'un endroit à un autre. Alors, il y a plusieurs notions. Là, on va entrer dans les choses un peu plus techniques. Donc, qu'est-ce qu'on échange? On échange des records. Alors, OAI, il parle anglais, hein, mais je pense que ça ne vous dérangera pas. Je le précise parce que dans un atelier en France, j'ai eu des remarques, mais vous ne pouvez pas traduire. Je dis, bah non, je ne peux pas traduire. Donc, voilà, je le dis tout de suite. Donc, c'est une notice qui comprend un certain nombre de données. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, des données, des métadonnées, vous y mettez absolument ce que vous voulez. Nous, pour le projet européen des archives, là, on y met de l'EAD. Donc, on y met un inventaire entier, y compris un très 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 gros inventaire, par exemple. Simplement, ça prendra plus de temps à être transféré, mais c'est faisable. Donc, cette notice, elle a un en-tête, donc pour dire, voilà, je m'appelle machin, et puis les données proprement dites. Et on peut aussi ajouter un commentaire, mais ça, c'est optionnel. Ensuite, l'autre notion très importante, c'est d'avoir un identifiant unique, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans votre entrepôt, il faut quand même savoir qui est qui. Donc, il faut pouvoir différencier les différentes notices, donc les différents records, que vous exposez dans votre entrepôt. Les verbes d'interrogation, en fait, ils renvoient ces identifiants uniques quand on les leur demande. Donc, vous interrogez, vous dites bonjour, donne-moi la liste des identifiants que tu as, etc. Et un verbe a besoin de ces identifiants uniques pour pouvoir répondre. Donc, il faut d'abord avoir demandé l'identifiant pour pouvoir aller le chercher. Ensuite, la notion extrêmement importante et qui est obligatoire dans notre schéma européen, c'est la notion de set. Donc ça permet de grouper les notices par ensemble. Le set peut être plat ou lui-même hiérarchisé. On peut faire des sous-sets. Je parlais des sous-fonds, vous voyez, même là on peut faire des sous-sets. Et pareil, il doit avoir un nom et un code. Et il peut aussi avoir une description pour expliquer ce que c'est. Donc par exemple, dans mon service d'archives, j'ai classé mes archives par grands groupes. J'ai les archives concernant, je sais pas moi, les images et les sons, les notices, les descriptions de ma bibliothèque, les descriptions d'archives proprement dites, etc. Vous pouvez faire autant de sets qui correspondent à ces parties-là. Non. Oui. Ok, mais tout à l'heure vous avez dit que ça pouvait être un très gros inventaire, un record aussi. Oui. Oui, oui. Ah oui, on s'entend sur la notion de notice. Un record égale un inventaire, par exemple. Ok. Alors du coup, un set, c'est plusieurs inventaires. Vous pouvez avoir un inventaire de 3 ou 4. Un set, ça peut être 10 000 inventaires, si on veut. Et alors après, quand on moissonne par 7, quand ça devient trop gros, comme ça passe par le... reprenez l'image du camion. C'est un camion, c'est pas un super tanker. Donc, dans votre camion, même si c'est un 38 tonnes, il vaut mieux quand même pas trop charger, sinon ça marche moins bien. Parce qu'il ne peut pas passer par... Comme il s'appuie sur le HTTP,
Le HTTP, ça marche très bien, mais il y a souvent des micro-coupures, il y a souvent des choses qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne. Mais quand c'est lourd, ça veut dire qu'il va prendre du temps à moissonner. Pour vous donner un exemple, la Finlande qu'on moissonne comme ça par OAI-PMH, quand on a tout moissonné, ça prenait plusieurs jours. Donc, une connexion de plusieurs jours sans interruption, ça n'existe pas. Donc il faut prévoir les cas d'interruption, il faut prévoir... Alors ça, c'est pas à nous de le faire, mais il faut juste qu'on dise, tiens, tu t'es arrêté là, tu reprends à l'endroit où tu t'es arrêté. Et pour faire ça, il vaut mieux évidemment avoir des petits ensembles que des gros, parce que sinon on est obligé de repartir très en arrière. En fait, c'est ça. Et on moissonne que 2 records à la fois maximum. Parce qu'on va chercher. C'est les verbes. Le A, c'est un entrepôt. Il met ses... C'est vrai que j'ai peut-être mal expliqué. Il met ses données dans un entrepôt. Et le B, il vient chercher dans l'entrepôt. Donc c'est pour ça que ça s'appelle... Ou non, on peut le faire manuellement ou on peut l'automatiser. Je vais y venir après. Vous avez parlé des verbes, j'imagine que c'est put, get, enfin, ce genre de choses qu'on trouve habituellement, mais vous ne l'avez pas dit, c'est cet ordre-là. J'y viens, ouais, c'est ça. C'est comme ça, on comprend ce qui se passe aussi. Oui. Donc on organise dans son entrepôt, on a nos notices, on les organise en sets, et on peut faire, le grand intérêt, ça vient aussi avec l'automatisation, on peut faire des moissons différentielles, en se basant sur les sets, en disant je ne veux que ce set-là, et ou sur les dates. Je ne veux que ce qui a été moissonné depuis la dernière fois que je suis passée. Donc je veux que ce qui est nouveau ou modifié, par exemple. Et donc ça permet évidemment de ne prendre qu'une partie, donc c'est moins lourd pour l'entrepôt et pour le serveur. Parce que quand on vient moissonner, il y a quand même une charge sur votre serveur à vous aussi. C'est quand même de l'utilisation de bandes, etc., de bandes passantes. Donc moissonner par set permet de choisir un ou plusieurs groupes de données. Moissonner par date, je l'ai dit, pardon, je me répète, permet de choisir une plage de dates indiquée. Et on peut croiser les deux. Voilà les verbes. Donc on en a 6, en anglais aussi. Et vous voyez, c'est assez simple. Il s'agit de 1, se déclarer, expliquer qui on est. 2, dire quel set on a. 3, dire quel format de métadonnées on expose. 4, donner les identifiants uniques, donc dire ce qu'on a. Ensuite, donner les notices et ensuite aller chercher les notices. Alors, comme je ne suis pas informaticienne, je ne pourrais pas répondre à des questions trop détaillées, je vous préviens. Donc, une requête, le verbe identifier, ça commence comme ça. On demande à l'entrepôt, il faut avoir l'adresse de l'entrepôt. Donc, la personne que vous souhaitez moissonner vous communique l'adresse de l'entrepôt. Et pour voir si son entrepôt est bon, vous mettez l'adresse de l'entrepôt suivi du point d'interrogation, qui veut dire que vous posez une question. Ça, c'est du langage de requête tout à fait usuel sur Internet. Et ensuite, verbe égal et le verbe identify. Et à ce moment-là, il doit vous répondre tout un tas de choses. Il doit vous donner le nom de l'entrepôt, il doit vous donner son URL de base, il doit vous dire quelle version du protocole il utilise, la date du plus ancien record qu'il a, si oui ou non il gère la suppression des notices. Ça, c'est très important. Parce que quand on ne gère pas la suppression des notices, quand on met à jour, on est bien embêté et on est obligé de tout remoissonner parce qu'on ne sait pas faire la distinction. Donc c'est mieux de l'avoir. Le niveau de granularité de la date. Alors pour les archives, en fait, on s'en fiche un petit peu, mais on dit si on va jusqu'au jour, à l'heure, à la seconde, à la milliseconde. On ne s'occupe pas de banque, donc on s'en fiche. Mais il faut quand même le dire. Il faut dire ce qu'on fait, en fait.
si on utilise ou non une compression, si on a ajouté une description de l'entrepôt pour préciser que cet entrepôt doit servir à tel et tel projet, à pour telle et telle source. Et oui, et le courriel de l'administrateur, ça c'est très important, parce que s'il y a un problème sur l'entrepôt, il faut pouvoir joindre la personne qui en est responsable. Et donc, quand vous avez demandé, quand vous avez posé la question là en haut, verbe identify, vous avez ce type de réponse. Donc j'ai mis en bleu les données de réponse et vous voyez, il n'y a pas grand-chose comme réponse. Il donne la date de réponse, il rappelle ce que vous avez posé comme question et ensuite il y a la réponse proprement dite, donc c'est pour ça que j'ai encadré en rouge là. Et vous voyez que c'est en format, c'est du XML, donc j'ai des balises, mes balises elles s'ouvrent et ensuite il faut les fermer. Et sinon ça marche pas, et je dis que c'est de l'OAI-PMH en haut, je le déclare en haut. J'ai supprimé en haut, ce qui est supprimé, c'est tout ce qu'il explique pour dire que c'est de l'OAI-PMH, que le namespace est à tel endroit, que, enfin toutes les infos générales sur l'OAI-PMH. Et voilà, et là vous avez toutes les infos, donc avec la variable de nom, etc. Même chose pour les listes 7. Alors donc là j'ai mis un exemple. J'aurais dû modifier ça. J'ai oublié de dire, pardon. Il y a les verbes et on peut les combiner entre eux et on peut les combiner avec ce qu'ils appellent des arguments. Alors je ne sais pas en fait le traduire. Si quelqu'un a une bonne idée, ça m'aiderait. Et l'argument de Resumption Token, c'est ce que je vous avais dit, c'est quand vous séparez par paquet. Et vous dites, tu ne me moissonnes que 1 ou 2 ou 10 ou 100 éléments à la fois. Et tu t'arrêtes et tu reprends après. Et comme ça, si on a un problème au moment de cette moisson des 2 éléments, je n'aurais perdu que 2 éléments et non pas 100 ou 200. Évidemment, quand on est dans le monde des bibliothèques et on a des toutes petites notices Dublin Core ou marques qui sont extrêmement légères, on peut les moissonner 100 par 100 ou 1000 par 1000 sans que ça pose de difficultés. Donc l'argument est possible, mais en fait, nous, on l'utilise de façon obligatoire. Et donc voilà à quoi ça ressemble quand vous demandez un list set. Là, on est chez nos collègues des Pays-Bas, aux Archives nationales des Pays-Bas. Donc je ne sais pas si c'est très, très lisible, mais si on voit, ils ont plusieurs, en fait, sets. Alors, ils ne leur ont pas donné des... j'ai dit qu'il fallait un nom de set et une spécification. Donc, ils l'ont appelé NAA1. Et ensuite, on a le nom National Archives catégorie 1. Ça ne donne pas grand-chose comme info, mais bon, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quand même. Ensuite, on a la description du set. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais. Là, c'est où est le schéma. Donc, vous pouvez le trouver sur le site de l'Open Archive Initiative. Le nom d'espace, enfin, tout ça, on s'en fiche. Mais ensuite, on sait qui l'a créé et on a la description qui, là, est intéressante. Donc ce set contient les fichiers EAD pour les archives d'avant 1795. Et ensuite, NAA2, et là, c'est quoi? C'est après 1795, etc. Donc là, on a la liste de tous les sets. Si vous étiez allé sur les archives de la Manche, vous auriez vu qu'eux, ils ont des choses tout à fait différentes. Ils ont les images, les sons, l'audiovisuel, la bibliothèque. Et puis, ils en ont un qui s'appelle le cheval, parce que dans la Manche, ils s'occupent de canassons. Et il y a un projet de portail sur le cheval. Donc, ils ont basé leur set non pas sur une division organique de ce qu'ils conservent, mais sur une requête dans leur propre base de données. Et ce set contient toutes les réponses issues de la base de données, à la requête cheval. Donc, il y a c'est très souple, on peut vraiment faire plein de choses avec ça. Ça y est, je ne me souviens encore pas comment j'y retourne. Celui-là ? Ouais. Donc voilà, on a la liste des sets qui sont disponibles. Et j'avais fait ça au cas où ça n'avait pas marché. Ensuite, il faut demander en quel format ils sont. Et on a l'information, donc, soit on les demande toutes, je voudrais savoir tout ce que tu as comme type de métadonnées, soit on les demande pour une notice spécifique. Et dans ce cas-là, on
on rajoute un argument d'identifiant, on lui dit cet identifiant-là, ça suppose qu'on le connaisse, hein, mais après ça dépend où on en est dans nos relations avec cet entrepôt, cet identifiant-là avec cette métadonnée-là. Parce que vous pouvez aussi décider, c'est ce que va faire les Archives nationales du Luxembourg par exemple, de donner les mêmes informations en Dublin Core, parce que ça va partir sur un portail de bibliothèque qui utilise des notices de Dublin Core, et les mêmes en EAD, parce que ça va partir sur un portail européen des archives. D'où la nécessité de préciser quel format de métadonnées vous utilisez. Aux Archives nationales en France, ils ont construit un entrepôt AI, mais ils l'ont mis pour l'instant qu'en Dublin Core. Donc c'est comme si vous aviez en quelque sorte, pour les archives, ça revient un peu à faire une notice bibliographique de votre instrument de recherche, si vous le transformez de cette façon-là. Et donc, par exemple, ça, c'est encore un autre entrepôt néerlandais d'Institut d'histoire sociale ou je sais pas quoi. Il a l'air d'être content. Et qui ont développé, eux, une variété incroyable. Alors, ils doivent participer à 150 trucs. Bon, il veut pas. Mais si vous voyez là, non, c'est vraiment trop petit, mais vous voyez que dans le verbe d'interrogation, non, trop tard. Ah, j'ai mal fait mon lien. Ah, c'est ma faute. Ouais. Ouais. Non, tu m'en as trop enlevé. Attends, HTTP, et du coup il manque un slash et un... Il est où slash? Oui, je vois pas le slash. Merci. Donc là, ça va marcher. Ah, voilà, c'est mieux quand même. Donc eux, je sais pas avec quoi ils travaillent, mais vous voyez, ils ont du Dublin Core, ils ont du Mark XML, ils ont du RDF, mais du RDF, je ne sais même pas ce que c'est. Ils ont du RDF Simili, je trouve ça très joli. Ils ont du Mod, ils ont du Solar. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est, parce que pour moi, Solar, c'est un moteur de recherche, donc je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Ils ont quand même de l'EAD et de l'ECI, et je ne sais pas non plus ce que c'est. Je me dirais que je manque de curiosité, j'aurais pu un peu aller googler tout ça, mais voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que un entrepôt, c'est souple. Vous y mettez vraiment ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, en fonction des projets que vous avez avec les uns ou les autres. Dans ce cas, par exemple, on met à disposition plein de différents formats. Ça veut dire que concrètement, un moissonneur dans guillemets qui est intéressé à l'EAD, il va prendre que ça. Oui. Peu importe s'il y a d'autres choses. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on met des étiquettes sur les données et qu'on dit, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et qu'on a le droit d'aller chercher telle ou telle chose. Et que quand on vient chercher quelque chose, l'interrogation finale, au début, la première interrogation, c'est juste verbe égale identify, c'est facile, mais après, on accumule. On veut ce set, ou ce sous-set, avec cette métadonnée, et dans cette plage de date, et avec ces identifiants, par exemple. Concrètement, il y a d'autres plateformes qui vont chercher là-dessus? D'autres plateformes que Portails qui ont le même principe et qui utilisent aussi cet entrepôt? Ah ben sûrement, parce que nous, on l'utilise que pour le AD, mais j'imagine que s'ils se sont amusés à faire tout ça, c'est qu'ils doivent participer à d'autres initiatives, d'autres projets de portail. Je ne les connais pas, ceux-là, il faudrait que je demande à Vim. Moi, je les connais que par la petite fenêtre de ce qu'ils donnent au portail européen des archives. Non, là, c'est juste la liste des 7. Là, c'est juste pour savoir, c'est pour vous montrer, voilà, dans un entrepôt, si vous demandez les 7, il va vous dire, voilà, j'ai ça en magasin. Et ensuite, on va plus profond, on demande d'autres choses. Voilà.
Voilà. Voilà. D'ailleurs, je dis des bêtises. Ça, c'était là, il vous dit, ça, j'ai des sets comme ça. Et ensuite, là, il vous dit, et moi, j'ai ces métadonnées comme ça. Donc, il faut deux choses. Il faut dire quel set et quelle métadonnée. Et après, on croise les deux. Donc voilà, ça c'était aussi au cas où ça ne marchait pas. Et là, j'avais mis en exemple, j'avais mis de l'OAI de Blincor, de l'OAI EAD et de l'OLAC. Ensuite, on entre plus profond et on regarde vraiment en détail, donc non seulement les groupes, les ensembles, je ne sais pas moi, vous avez regardé rayon poisson, viande et fromage, et maintenant vous regardez en détail ce qu'il y a. Et vous demandez les titres, les identifiants. Donc ça, c'est la liste des en-têtes de chaque notice. Donc les titres, si vous vous souvenez, hein, la notice, elle est constituée d'un titre et d'un corps de notice avec les données proprement dites. Donc là, ça vous renvoie, quand vous demandez ça, ça vous renvoie les en-têtes de chaque notice. Mais uniquement ce que vous avez demandé, donc les en-têtes, les notices du set machin, avec tel métadata, de telle date à telle date, et encadré. Alors tout ça, c'est pas obligatoire. Hein. Set et métadata, c'est obligatoire, mais le reste, c'est pas obligatoire. Encadré par ces restrictions pour pas récupérer tout d'un coup. Oh, j'ai pas d'exemple. Mais donc, si on regarde là, donc j'ai ma date j'ai interrogé ça, j'ai ma date de réponse, toujours pareil. Et là, ce que j'ai demandé à avoir les identifiants avec les métadonnées en EAD du set image. Et ma réponse, elle ressemble à ça. Donc j'ai l'identifiant 1 avec sa date, et il appartient bien au set image. Et ensuite, j'en ai un deuxième, et il a été détruit, c'est l'identifiant 2. Et donc, je sais que celui-ci, il va falloir que je le détruise. Si je l'avais déjà publié, il faudra que je le détruise parce qu'il n'existe plus dans le site d'origine. Donc, c'est ce que je mentionnais, mais certains sites ne savent pas gérer le statut détruit ou pas. Là, je l'ai mis, c'est un faux exemple, mais ça existe en vrai. Hein. Et ensuite, là, ça vous dit que en tout, j'en ai 6. Et en fait, là, pour l'instant, j'en ai eu que 2. Mais il s'est arrêté, j'ai mon résolution de mon machin, là, qui me dit qu'il faut que je m'arrête là. Et après, je relance une autre requête. Enfin, ça se fait automatiquement. Hein. Là, on fait des sortes d'arrêts sur image d'un processus qui est totalement fluide, que je vais vous montrer aussi après. Ensuite, donc on a nos en-têtes, et maintenant, on veut les notices. Donc là, on a vraiment la liste de toutes les notices, et même principe, on peut préciser le set, les métadatas, de telle date à telle date, etc. Et ça ressemble du coup à ça. Alors là, je l'ai mis en OAI de Blincor parce que en EAD, c'était pas possible. Mais il faut que vous imaginiez que là, j'ai toujours mon résumé. Donc j'ai demandé list record, j'ai demandé le set image, j'ai demandé de l'OAI de Blincor, et je l'ai demandé à cet entrepôt-là. Et là, il m'affiche une première notice. J'ai l'en-tête, et là, j'ai les données proprement dites. Et comme c'est de l'OAI de Blincor, si j'avais eu l'EAD, là, j'aurais eu le début de mon EAD, et là, j'aurais eu tout mon fichier EAD, donc qui peut être énorme. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, je referme mon fichier. Ensuite, le deuxième fichier, eh ben, il était détruit, donc évidemment, j'ai rien. Mais j'ai juste quand même la notice qui dit qu'il a été détruit. Et ensuite, ça, c'est pour aller chercher une notice de façon individuelle et non pas une liste de notices. Donc, même principe, je ne reviens pas là-dessus. La compression, vous le lirez si ça vous intéresse, il y a une énorme littérature. Voilà. Vous tapez ça dans Google et vous avez plein de littérature. J'ai essayé de le lire, c'était horrible. Mais si ça vous dit, si vous avez des informaticiens qui savent parler français, nous on en a au ministère de la Culture, c'est vachement bien, mais c'est pas le cas de tous.
Alors ensuite, comment ça marche concrètement? Donc, il y a une interaction entre le moissonneur et le moissonné, évidemment. Et après, je dirais ce qu'on en fait, nous, dans le portail européen des archives, une fois qu'on a moissonné les données. Donc là, j'ai un peu listé, hop, si ça va vite, ça fait ça. C'est juste pour matérialiser le fait que c'est des questions-réponses tout le temps. Donc voilà, je demande à l'entrepôt s'il est bien là, il me répond que oui. Je lui demande ce qu'il a comme set, il me répond que oui. Tout ça, là, les flèches, on est sur HTTP. Tout ça, si vous avez, je sais pas, une coupure de serveur, une coupure de courant, une coupure de ceci, de la maintenance, ça veut dire que ça interrompt le trafic. Donc il faut que ça puisse reprendre derrière. Mais là, on entre dans des choses trop détaillées, je suis incapable de comprendre ça. Mais normalement, un informaticien, un prestataire de service, ils savent faire. Je demande les métadatas de données, je demande la liste des notices, et ensuite je demande la liste des notices avec groupe par groupe, et je récupère tout, si tout va bien. Donc, comment on l'utilise? Donc, on a 2 cas de figure actuellement, avec une notice égale un fichier EAD, donc un instrument de recherche entier, quelle que soit sa taille, ou une notice égale une notice, tiens, je sais pourquoi c'est inversé, égale une notice de Blinker. Alors ça, c'est juste une partie d'un instrument de recherche. Mais c'est quand même super embêtant à utiliser, parce qu'en gros, on nous envoie du Dublinker, et nous, comme on utilise de l'EAD dans le portail, on reconstruit la hiérarchie de l'EAD derrière. Donc on l'a fait pour le Portugal, parce qu'ils n'avaient pas autre chose à fournir que du Dublinker. Mais on le déconseille quand même assez fortement. Alors, nous, ce qu'on fait, on moissonne les données et on traite les données différemment en fonction des partenaires. Et ensuite, les instruments de recherche sont disponibles. Alors, avec l'EAD, ça répondait à la question de vous, je crois. Donc, chaque réponse au AIPMH, elle est enveloppée dans son petit paquet, là. À l'arrivée dans le back-office, l'enveloppe est ouverte et on sort le fichier qu'il y a dedans. Et on range le fichier à sa place dans le back-office. Évidemment, les fichiers sont lus. Il faut que ce soit du XML valide, il faut qu'il soit en EAD, il faut tout ça. Sinon, vous avez des erreurs, comme vous auriez si vous faisiez les manipulations à la main. Quand c'est du Dublinker, chaque réponse devient un fichier, on récupère les fichiers, on les lit et on les reconstruit. Une faute d'orthographe. Et on crée la hiérarchie, on recrée la hiérarchie en direct. Et c'est ça qui est lourd et qui est long, en fait. Voilà. Mais je suis obligée, par honnêteté, de mentionner que ça existe. Parce que, voilà. Et ensuite, au bout du compte, on a nos fichiers EAD et on est content parce que ça, on sait bien faire. Alors ça, c'est aussi un peu les informaticiens par aux informaticiens ou les geeks aux geeks. Mais je l'ai juste marqué comme ça parce que ça sera important. Une fois que vous serez vraiment dans le bain et que vous aurez commencé à mettre des fichiers partout, vous serez très très content d'avoir ça. Parce que pour avoir un lien vers les notices du site, il faut ajouter un élément, donc extrait, ça veut dire une référence vers l'extérieur en gros. Et ensuite, vous mettez votre lien. Il faut le mettre là-dedans. Et comme ça, c'est vachement bien parce que vous faites des références où vous voulez. C'est juste quand vous utilisez le terme site, ça veut dire quoi? Un lien avec une notice de la même institution d'archives, c'est ça? Oui. Entre deux notices, on va noter Non, j'aurais dû faire un grand blanc parce que ça n'a rien à voir avec l'OAI. C'est pour ça que je l'ai juste marqué à ne pas oublier, parce qu'après on va passer à autre chose. Mais j'aurais dû vous dire d'abord. Ça a à voir avec l'EAD, des éléments importants qu'on n'a pas en général dans ces fichiers d'origine. Et je l'ai mis là, mais pour mention. En fait, je pourrais passer le truc. Mais c'est vrai que pour la prochaine, vous avez raison, pour le prochain truc, il faudra que je déplace cette diapo tout à fait autre part. Donc c'est juste une indication. Ça, xreflink, ça va activer le voir sur le site d'origine
que vous avez vues quand on vous a montré le portail. Et certaines archives, par exemple les archives nationales, ils en ont mis mais partout, à tous les niveaux. Donc quand vous êtes sur l'entête, sur le titre, au niveau très haut, vous en avez. Et quand vous êtes à la notice le plus bas, vous en avez. Et partout, vous en avez. Et d'autres, ils en mettent juste en haut. Ça dépend vraiment des gens. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche et c'est là qu'il faut que ça se mette. Pour avoir des vignettes. Ah, c'est vrai, j'ai fait Napoléon au lieu de chercher un truc avec une vignette. Il faut avoir un lien de ce genre avec quelque chose qui dit que c'est une vignette. Parce que le moteur, pas le moteur, mais le portail, il ne saura pas que c'est une vignette si vous ne le lui dites pas. Et puis le type des données numérisées, il faut aussi dire que c'est utiliser ça, rôle, c'est des conventions. Hein. Et ces types de données, en fait, en général, on s'en fiche un peu. Mais si vous voulez participer à Europeana, c'est important parce que c'est un élément obligatoire pour Europeana. Parce que vous pouvez filtrer vos données en fonction de texte, images, son, vidéo et images 3D. Donc c'est pour ça que je le mettais là. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Alors, on a plusieurs espaces de travail pour le portail. Donc, il y a le portail en production, évidemment. Donc celui-ci, vous le connaissez, avec le front-end et le back-office. Donc je vous rappelle, le back-office, le country manager, c'est lui qui vous donne accès à tous ces espaces de travail. Mais pour le dashboard, vous n'y avez accès que si vous avez signé le Content Provider Agreement. Ensuite, il y a un portail en environnement de test qui est ouvert, alors là, pour le coup, à tout le monde. Vous avez besoin de rien signer, il suffit que le Country Manager vous donne les droits et vous pouvez aller vous amuser dessus, faire des tests, voir à quoi ça ressemble, etc. Et à chaque fois, évidemment, ce Content Checker est l'exacte réplique de ce que vous avez en production. Donc tous les tests que vous faisiez en front-end, vous les retrouvez tous les tests que vous faites en environnement de test, ça sera exactement la même chose en production. Et alors, je le précise parce qu'on a eu des petites mésaventures avec certains partenaires. C'est des silos totalement indépendants. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez fait des publications qui vous plaisaient dans l'espace de test, vous ne pouvez pas les basculer dans l'espace de production. Il faut recommencer. Alors, il y a des petits trucs. Hein, vous pouvez décharger ce que vous avez fait et le recharger. Mais il n'y a pas un bouton magique qui fait passer de l'un à l'autre. Et puis, on a d'autres adresses, mais qui sont réservées aux équipes techniques pour le développement, pour les tests avant les mises en production et pour la pré-production, ça c'est juste quelques jours avant la production. Ah ben bon, alors ça c'est fait, à peu près pour tout le monde, peut-être. Donc vous avez... ah oui, est-ce que vous voulez que je fasse quand même... J'avais dit que j'aimais pas mais je m'étais quand même préparé quelques notes vaguement hier soir sur l'EAD. Alors est-ce que vous voulez que vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Est-ce que vous voulez que je redise quelques petites notes sur l'EAD ou pas? Oui? Bon. L'EAD tel que moi je le comprends. Parce que quand j'étais à l'école, ça n'existait pas. Donc il a fallu que j'apprenne sur le tard. Donc l'EAD, c'est un fichier XML spécifique et comme tout fichier XML, il utilise des éléments donc, qui sont notés avec des petites balises, les caractères là, comment ça s'appelle ces caractères? Balises, je sais pas comment on dit. Les parenthèses pointues là, les balises. Ouais, oui, voilà. Oui, c'est les caractères inférieurs, supérieurs, absolument. Et puis des attributs. Et certains de ces éléments sont obligatoires et pour certains aussi, un ordre doit être respecté. C'est-à-dire que si vous mettez un élément qui n'est pas à sa place ou vous le mettez avant ou après un autre, votre fichier ne sera pas valide. Donc, c'est assez facile aussi un EAD. On n'est pas obligé de faire des gros machins avec l'EAD. Vous avez... Comme tout XML, vous avez deux parties. Vous avez un header, qui d'ailleurs s'appelle
EAD Header, et non pas Header tout court, et qui contient les informations, on pourrait dire les informations bibliographiques, donc de description du fichier lui-même. C'est un selfie. Et puis vous avez le Archdesk qui contient les descriptions archivistiques proprement dites des archives que vous voulez décrire. Et dans ce Archdesk, vous avez un gros pavé qui s'appelle le Archdesk, en fait, c'est pour Archival Description. Et en dessous, vous avez le Desk, qui est pour les descriptions générales, et ça se subdivise en éléments C. Donc les éléments C, quand on annonce des chiffres mirifiques qui a tant de millions d'unités de description, c'est à ça qu'on fait référence, parce que c'est ça que la machine sait compter toute seule. Et vous pouvez avoir autant d'éléments C que vous voulez, et vous pouvez les emboîter les uns dans les autres. Donc c'est là qu'on peut mettre donc un élément C, c'est un fond, ensuite on lui en met un autre dedans, c'est un sous-fond, etc. Alors il n'y a pas beaucoup d'éléments obligatoires, vous pouvez faire quelque chose de ultra simple. Alors évidemment, plus c'est simple, moins c'est utile pour le lecteur. Mais dans des séries assez répétitives, assez sérielles, on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'informations. Si vous êtes en train de faire la correspondance de monsieur X à monsieur Y, les dates des lettres et les noms des correspondants, ça suffit. Sauf si vous faites du pièce à pièce avec la numérisation derrière et que vous faites une analyse du contenu des lettres, hein, évidemment. On peut toujours faire mieux. Mais... Donc, moi, les éléments que je vois comme les plus importants, alors, je ne l'ai pas apporté, j'ai eu la flemme. La Tag Library, donc la librairie des balises, le dictionnaire des balises de l'EAD, c'est un truc qui est épais comme ça. Mais en fait, on n'a pas besoin de tout. Hein. Et donc, ce que je vois comme indispensable, parce que c'est là-dessus que le moteur va se nourrir, va aller chercher des infos, bon, les titres, évidemment, donc les dates normalisées de préférence, les descriptions de contenu, des mots-clés, et puis, 2 éléments plus techniques, des identifiants. On l'a déjà vu pour les records tout à l'heure en OAI-PMH, mais c'est la même chose pour chaque élément, en fait, qui est dans un fichier, peut avoir son propre identifiant. Et c'est ça qui permet ensuite de découper les informations, de faire marcher le moteur de recherche, de faire partager l'information à d'autres et de basculer vers du RDF, par exemple, ou d'autres choses. Ça permet de réutiliser les données de façon plus sûre. Et puis des liens, quand les images sont numérisées, des liens vers les images numérisées et des liens pérennes de préférence aussi également. Voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire un fichier EAD. Donc, là, on va commencer. On a 2 outils, je vous l'ai dit. On a le back-office, donc en web service, et l'outil de préparation des données en standalone, ce que vous pouvez installer chez vous. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils valident, ils convertissent, ils permettent aussi de créer et de modifier les inventaires et certains autres types de données. Ils sont quand même assez similaires. Ils fonctionnent, par exemple, la feuille de style par défaut, c'est la même dans les 2 outils, mais il y a quelques différences. Donc, par exemple, il n'y a pas d'entrepôt OAI lié par principe même, pour transmettre, lié à l'outil de préparation des données pour transmettre les données à Europeana. Par contre, dans l'outil de préparation des données, on peut utiliser sa propre feuille de style, ce qu'on ne peut pas faire dans le dashboard pour le moment. Ce qu'on peut faire aussi avec l'outil de préparation des données, c'est s'en servir de façon totalement indépendante. Et ça nous est arrivé, là, des services d'archives qui l'ont utilisé sans du tout collaborer au portail européen des archives, parce qu'il permet de vérifier que vos données locales sont correctes. Donc vous pouvez valider vos propres données contre les différents schémas existants. Donc là, j'avais une collègue qui m'avait dit « Ah, mais c'est formidable, parce qu'elle était en train de faire de l'EAC-CPF, et elle voulait vérifier des choses, elle n'avait pas d'outils, donc elle a utilisé ça pour ça. » Et donc voilà, la conclusion, ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Certains préfèrent travailler en ligne, d'autres parce qu'ils n'ont à faire qu'une seule manipulation. D'autres préfèrent travailler hors ligne parce qu'on n'a pas les inconvénients d'avoir des charges de serveurs, d'avoir des temps d'attente, on est chez soi, etc. Mais ils sont complémentaires, on peut utiliser tantôt l'un, tantôt l'autre, ou l'un après l'autre en fonction des cas.